Voici maintenant Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui au bon soin d'Harry Wright de Gary Jennings. Ils se sont rencontrés au wagon-bar. Ils doivent être un peu éméchés, sinon, selon toute probabilité, ils ne seraient pas en train de disserter sur l'assassinat et les meilleures façons de le commettre. Le train approche maintenant de Grand Central et ils sont assis côte à côte dans un compartiment fumeur, leurs manteaux sur les genoux. « Moi, je ne pourrais jamais tuer quelqu'un, » dit le gros homme. Je ne saurais pas où commencer. C'est justement ce que j'essaie de vous démontrer, réplique le grand jeune homme. La question n'est pas de savoir qui va être votre victime ou comment vous y prendre, mais par quoi on commence. Une fois tous les détails mis au point par avance, vous avez tout votre temps pour traquer votre gibier et tout loisir d'expédier la partie vraiment désagréable de l'affaire. Vous avez déjà pratiqué, jeune homme? Non. Mais l'envie pourrait m'en venir un de ces jours. Tenez, si on se trouvait dans une région agricole, le Kansas par exemple, je mettrais au point un processus en harmonie avec les conditions locales. Dans la toundra de l'Alaska, ma méthode serait différente. Et ici, à New York, il y a trop de monde, jeune homme, à New York. Pensez tous ces témoins. Oui. Mais New York présente aussi bien des avantages, monsieur. Ainsi, on sort facilement pour aller prendre un verre chez quelqu'un. Imaginez que j'invite ma victime à venir boire un pot chez moi. Au cours de la soirée, je m'arrange pour tacher son costume. Je lui fais des excuses. Je lui dis de passer dans la salle de bain et de me confier ses vêtements pour que je les détache et que je les sèche. Pendant qu'il est là, nu comme un verre et sans défense, je vais discrètement passer le tuyau du gaz sous la porte de la salle de bain. Autre avantage offert par New York, les salles de bain sont minuscules. Ça ne prend pas longtemps. Et il m'a déjà rendu le service de se déshabiller pour l'opération. Je n'ai plus qu'à le pousser dans la baignoire, le découper en tout petits morceaux et faire couler l'eau pour évacuer. Il se peut évidemment que j'ai besoin de l'incinérateur pour les eaux et tout ça. N'est-ce pas? Bien, d'accord. Et comment détournez-vous l'attention des flics, jeune homme? Eh bien, il y a divers moyens d'y parvenir, monsieur. Notez que je n'assassinerai pas un ennemi personnel, ni même quelqu'un que je connaisse. Non, je choisirai un inconnu. Comment vous tueriez un inconnu qui ne vous a rien fait, Dieu du ciel? Pourquoi? Eh bien, il se trouve qu'il n'y a pour l'instant personne dont je souhaite me débarrasser, monsieur. Mais si j'avais des envies de meurtre, peu importerait en fait le choix de la victime. Vous n'arriveriez jamais à vous en tirer, mon garçon. On vous retrouverait de toute façon. On vous retrouve toujours. Bon, la police s'efforce de trouver un coupable, c'est vrai, mais supposez que tous les indices mènent la police à Harry Wright. Qui ça? Harry Wright & Co. Vous savez, ce genre de firme à qui rien n'est impossible, qui propose toutes sortes de services, depuis la promenade du chien-chien au rajeunissement de la mémé. Ah, attendez, voyons, jeune homme. Cette société Harry Wright & Co. il ne propose quand même pas l'assassinat. Mais pourquoi pas, cher monsieur? C'est bien possible. Mais là n'est pas la question. Non, imaginez maintenant que je me transforme en une sorte de représentant de Harry Wright & Co.
Je fais le tour de la ville pour rassembler tout ce qui peut m'être utile dans un assassinat. Du poison, une pioche, du ciment, de la chaux vive, un cercueil même, si ça me fait plaisir. Pour tous mes achats, je donne le nom de Harry Wrighté. Personne ne trouvera ça bizarre. Vu ses activités, M. Wrighté doit avoir à acheter bien des instruments bizarres. Mais on s'en souviendra forcément quand le meurtre sera découvert. Et tous ces indices désigneront Harry Wrighté. Allons, mon petit jeune homme. Il n'existe probablement pas d'homme de ce nom. C'est sans doute un nom de société. Harry Wrighté comme Packard ou Remington. Et alors? C'est la société qui sera compromise dans le meurtre. Quant à moi, je n'ai aucun lien avec elle, ni avec la victime. Ma tâche accomplie, je disparaîtrai, ni vu ni connu. Mais vos empreintes digitales, mon garçon, et les commerçants, tous ces gens qui vous ont rencontrés, ils peuvent vous décrire. Mais pour autant que je sache, mon cher monsieur, aucun fichier ne contient mes empreintes. Et puis je peux porter des gants, ça ne me gêne pas. Autrefois, j'ai bien joué du piano avec des gants. Vous pensez que les témoins pourraient me décrire? Oh non, je suis bien trop insignifiant. Quand vous m'aurez quitté depuis 10 minutes, vous serez vous-même incapable de donner de moi un signalement qui ne soit pas celui d'un bon quart de million des habitants de cette ville. Alors, qui serait la bienheureuse victime, jeune homme? Mon Dieu, monsieur, vous connaissez bien cette théorie selon laquelle certaines personnes sont prédestinées à devenir les victimes d'assassins. Ils attirent le meurtre. Je suis persuadé que quand j'aurai besoin d'un candidat, je le trouverai. Je crains que l'alcool ne vous ait fait perdre un peu l'esprit, mon garçon. Vous croyez que j'ai trop forcé sur le whisky, monsieur? Je vous prouverai que je suis sérieux. Je vais vraiment commettre un meurtre avec les compliments de Harry Wrighté. Oui, plus j'y réfléchis, plus ça me paraît facile. Et puis le nom me plaît. Je me trompais, jeune homme. Vous n'êtes pas ivre, vous êtes fou. Non, monsieur, pas du tout, au contraire. En tout cas, merci. Merci, monsieur, mille merci. Sans vous, je ne me serais jamais décidé. Non, décidé à quoi? Attendez, mon garçon, attendez, pas si vite. Vous n'allez pas m'entraîner dans une sale histoire, n'est-ce pas? Bien sûr que non, monsieur. De toute façon, vous ignorez mon nom et moi, j'ignore le vôtre. De la sorte, je ne puis vous compromettre, ni vous me dénoncer. Mais lisez bien les journaux ces prochains jours, cher monsieur. J'agirai de manière particulièrement macabre, et le nom de Harry Wrighté sera ainsi à la une de tous les quotidiens. Quand vous le verrez s'étaler, vous saurez que j'ai prouvé ce que j'avançais. Vous êtes fou, mon garçon, vous êtes fou. Le train vient de s'arrêter. Le gros homme quitte précipitamment le wagon. Le jeune homme descend derrière lui et, tandis que la foule tourbillonne autour d'eux, il reste un moment à se dévisager sur le quai. Il me dit, au revoir, non, adieu, jeune homme, et, mon Dieu, bonne chance. Adieu, monsieur. J'espère de tout cœur que vous ne faites pas partie de ceux qui attirent le meurtre. Cet après-midi-là, un grand jeune homme, élégamment vêtu et portant des gants de daim gris tout neufs, étale $320 en billets sur le comptoir d'une banque et demande qu'on veuille bien lui ouvrir un compte courant au nom de Harry Wrighté. Une ou deux enveloppes portant ce nom lui suffisent comme pièce d'identité pour ouvrir ce compte. Ce même soir, il explore les petites annonces du New York Times en quête d'un appartement meublé à louer. Il se décide pour un studio minable de Greenwich Village que le concierge lui fait visiter. « C'est parfait, je le prends », dit le jeune homme.
Le concierge l'emmène dans sa loge et lui tend le contrat de location. Le jeune homme y jette un coup d'œil. C'est le contrat type d'un an, habituel, à New York. Une clause essentielle précise que le propriétaire peut lui réclamer une année entière de loyer s'il déménage avant l'expiration du bail. Qu'importe. Le propriétaire pourra toujours faire un procès à Harry Wright, pense le jeune homme, en signant Harry Wright au bas du contrat. Il établit également un chèque signé Harry Wright. Le lendemain, il se rend dans un grand magasin proche de sa banque et se fait délivrer un carnet d'achat établi bien évidemment au nom de Harry Wright, demeurant à Greenwich Village. Puis, il passe dans une succursale de la compagnie Bell et demande qu'on installe le téléphone dans son nouvel appartement, fournissant le carnet d'achat comme pièce d'identité et un chèque du montant nécessaire pour le dépôt. « Le téléphone sera installé après-demain, monsieur Wright, » lui dit le préposé. Nouvel arrêt dans un autre bureau, nouveau chèque. La compagnie Edison promet que le gaz et l'électricité seront immédiatement fournis. La journée suivante est encore plus active, s'il en est possible. Le jeune homme se rend d'abord au rayon quincaillerie d'un grand magasin. Il y achète une scie à métaux, une paire de ciseaux, un marteau et un hachoir. Il fait mettre tout cela à son compte et demande qu'on le lui livre dans les meilleurs délais à l'adresse suivante. Monsieur Harry Wright, Greenwich Village. Mais qui est donc ce jeune homme? Un farceur? Un fou? Un assassin? Et que va-t-il faire de tous ces objets? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Notre jeune homme passe ensuite dans une maison de fourniture chirurgicale de Lexington Avenue. Là, un vendeur l'aide à choisir un jeu de scalpel magnifique, un fort d'avier et une scie. Le vendeur s'abstient de tout commentaire, mais il regarde le jeune homme avec un drôle d'air. « Docteur, dois-je établir la fiche de caisse au nom du docteur Harry Wright? »« Non, monsieur, non. Monsieur Harry Wright, tout simplement. » Il règle avec un chèque, demande là aussi la livraison à domicile, puis se rend par le métro chez un grossiste de fournitures pour restaurant, où il fait l'emplette d'une quantité de pochettes pour envelopper les aliments, une sorte d'épaisses enveloppes de papier d'emballage doublées de papier d'aluminium, permettant de conserver au chaud les aliments chauds et aux denrées périssables de voyager sur une distance appréciable avant de se gâter ou de révéler leur présence. La halte suivante est pour un papetier chez lequel il achète un certain nombre de boîtes en carton, assez grandes pour contenir les pochettes qu'il vient d'acheter, mais faciles à poster. En ces deux endroits, il paie à nouveau par chèque, au nom de Harry Wright, et demande la livraison à domicile. Monsieur Harry Wright, Greenwich Village. Finalement, il retourne à sa banque. Il fait sur un bout de papier le calcul des chèques qu'il a distribués. Voyons, 284,63 $. Il estime que 2 $ couvriront les frais d'adjoint et passe à la caisse retirer 33,37 $. Oui, enfin, à quoi bon laisser de l'argent à Harry Wright? Le surlendemain soir, notre bon jeune homme emménage dans son appartement à Greenwich Village. Le téléphone est branché, le gaz et l'électricité fonctionnent, tout va bien. Assis à sa table, il remplit en lettres d'imprimerie des étiquettes pour ses cartons. Il prend des noms de destinataires au hasard dans l'annuaire. Soudain, le téléphone sonne.
Il se retourne lentement et regarde fixement l'appareil. Personne ne sait qu'il est là, ni sous son véritable nom, ni sous celui d'Harry Wright. Son numéro de téléphone ne paraîtra que dans la prochaine édition de l'annuaire. Le jeune homme décroche, intrigué. Allô? Harry Wright et compagnie? Demande une voix féminine. Oui, Harry Wright à l'appareil, madame. Oh, je suis tellement heureuse de pouvoir vous joindre, monsieur Wright. J'ai téléphoné toute la soirée à votre bureau. Et finalement, ce sont les renseignements qui m'ont communiqué votre numéro personnel. Excusez-moi. Mais il n'y a aucun mal, madame. Harry Wright & Co. travaille nuit et jour. Que puis-je pour vous, chère madame? C'est au sujet de mon enfant, mon petit Dickie. Voyez-vous, ma grand-tante de 80 ans est dans un état très grave, là-bas, en Virginie. Et Dickie est son préféré, d'autant qu'il est né chez elle. J'ai pensé que s'il allait la voir, cela lui ferait plaisir. Mais ni mon mari ni moi ne pouvons nous absenter. Tous nos amis sont en vacances et nos domestiques aussi. Je ne sais vers qui me tourner. J'ai pensé à vous pour accompagner Dickie. Voyez-vous, c'est très très important. Il y a l'héritage. Je vois, madame, je vois. Je pense pouvoir me rendre disponible. Voulez-vous me donner, s'il vous plaît, vos coordonnées? Oui, madame Winnie Simpson, 464 Diver Road, près de Park Avenue. Tantine est si gravement malade. Qui sait combien il lui reste de temps à vivre? Il faudrait que vous partiez tout de suite, monsieur Wright. Mais naturellement, madame, naturellement, répond le jeune homme, songeant aux personnes nées pour attirer le meurtre, tel ce petit Dickie. Dickie est tout petit pour son âge et un peu délicat, mais il est très bien élevé, vous n'aurez aucun souci. Monsieur Wright, comme c'est gentil de votre part de l'accompagner vous-même, cela me rassure tout à fait. Je vous en suis bien reconnaissante. Mais c'est bien normal, chère madame. Harry Wright & Co. vous assure le meilleur service dans tous les domaines. Voyons, préférez-vous que nous prenions le train ou l'avion? Oh, le train, monsieur Wright, et surtout le train. Je mourrais de peur de savoir mon petit Dickie dans ces affreux avions, même avec vous pour le protéger. Non, pouvez-vous venir tout de suite, monsieur Wright? Je m'occupe immédiatement des réservations. Fort bien, madame Simpson. Je pars à l'instant. Il raccroche et allume une cigarette. Il jette un coup d'œil à la série de scalpels alignés devant lui sur la table, puis tourne son regard vers les étiquettes déjà rédigées. 29 jusqu'à présent. Un enfant de 4 ou 5 ans. Le travail en sera simplifié, naturellement, et les titres des journaux seront sensationnels. Quand il arrive au magnifique appartement des Simpson, il le trouve en pleine tornade. Une femme de chambre surmenée va et vient, les bras chargés de lainage, de toutes sortes d'objets. Un monsieur décoiffé l'accueille. C'est monsieur Simpson, père, probablement. Il fume un cigare. Asseyez-vous, monsieur Wright. Ma femme termine la valise de Dickie. Inutile de précipiter les choses, monsieur. Je me suis renseigné, le premier train ne part que dans 1 heure. Oui, c'est exact, mais c'est dans celui-là que j'ai loué pour vous. Un compartiment réservé, les billets à votre nom vous attendent à la gare. Voulez-vous que je vous appelle un taxi, monsieur Wright? Non, ce n'est pas la peine, monsieur, je vous remercie, ce n'est pas la peine, non. Mon chauffeur m'attend en bas. Ah, parfait, monsieur Wright. Si nous parlions de vos honoraires... Eh bien, sans compter le prix du voyage, monsieur Simpson, cela fait $286.63, plus les frais de route imprévus, cela va sans dire. C'est honnête, c'est un peu plus honnête, monsieur Wright. Je vais vous donner la somme tout de suite. Je ne voudrais pas que vous soyez ennuyé en route, si par hasard Dickie avait besoin de quelque chose. Monsieur Simpson sort de la pièce. D'un autre coin de l'appartement parvient la voix aiguë de Madame Simpson, implorant Dickie de rester tranquille pendant qu'elle lui enfile son pull-over. La femme de chambre apparaît avec une petite valise. Elle la pose près de la porte et ressort sans un mot.
Madame Simpson entre alors et le salue. « Ah, bonsoir, cher monsieur Wright. Dicky sera là dans un instant. Il a dû faire popo. Il est si nerveux à l'idée de voyager. Vous savez ce que c'est, monsieur Wright. Non, c'est tellement gentil de votre part. Je suis sûr que Dicky est entre de bonnes mains avec vous. Vous prendrez bien soin de lui, n'est-ce pas, monsieur Wright? Je suis la prudence incarnée, Madame Simpson. » Madame Simpson disparaît de nouveau dans la pièce voisine. « Alors, tu vas être très poli, très gentil, Dicky, n'est-ce pas ?» On entend un murmure qui semble être une réponse affirmative. « Et tu seras bien sage avec Monsieur Wright. » Très bien. Dicky s'en va maintenant. Il va voir la chère tantine Martha qu'il aime tant. Monsieur Simpson reparaît et tend une liasse de beaux billets verts au jeune homme qui les range dans son portefeuille. Et au même moment, Madame Simpson ressort de la pièce voisine, tenant dans ses bras un superbe petit caniche noir frisé, grimaçant, portant un pull vert rouge et répondant au doux prénom de Dicky.